Ok, donc bonjour à toutes et tous. Je commence par me présenter. Samuel Cachera, directeur commercial chez CS Novidis, en charge des régions. Donc, si vous avez déjà des interlocuteurs commerciaux chez CS Novidis, on travaille ensemble, on collabore ensemble sur l'aspect commercial. Voilà. Je te laisse te présenter, Laurent. Ouais, donc je m'appelle Laurent Jacquemin, donc moi je suis directeur technique IMIA pour Akamai et Guardicore sur la partie micro-segmentation. Et voilà, ça fait 4 ans que je travaille chez Guardicore depuis l'acquisition chez Akamai. Yann. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous et à toutes. Alors, du coup, je mets la vidéo, qu'on puisse me voir. Donc, moi, je suis Yann Fralo, je suis en charge du développement de la partie micro-segmentation au sein de Guardicore Akamai depuis un an, pour le marché français et le Luxembourg. Et nous travaillons de façon forte avec CS Novidis, avec Samuel et ses équipes. L'occasion de faire un certain nombre de projets déjà. Une bonne expérience ensemble. Ok, on a Hélène. Tu n'es pas intervenir, mais on ne sait jamais. Bonjour à tous. Je suis Hélène Baron et moi je suis en charge du marketing pour CS Novidis. Ok. Alors, ce que je vous propose déjà en préambule, c'est de vous expliquer un peu le déroulé du webinaire. Hein. Donc, c'est plutôt assez classique. Hein. On va vous présenter en 5 minutes maxi qui est CS Novidis. Et après, je passerai la main à Laurent et Yann pour parler d'Akamai et Guardicore et de leurs solutions. Avant de commencer par la présentation, on pourrait poser des questions, bien entendu, par la suite, juste après. Avant de commencer, je vais vous expliquer quand même le contexte de l'organisation de ce webinaire. On avait déjà un partenariat plutôt assez fort avec Guardicore sur quelques clients, sur des technos des besoins de micro-segmentation dans des contextes différents et variés. Et on a un gros client, aussi, hein, clairement, dans les banques assurances, qu'on a remporté et qui est en train d'être déployé. Et ce grand client est soumis un peu à certaines obligations, dont la directive Nice. Hein, je pense que l'on parlera tout à l'heure un petit peu. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on en parle un peu plus aux clients, qu'on axe un peu plus sur la micro-segmentation et notamment un certain nombre d'obligations. Alors, les obligations, on en parle en rendez-vous dans les échanges qu'on peut avoir avec vous, clients. Elles viennent parfois des directives de l'ANSSI ou autres en fonction de vos obligations, mais elles peuvent venir aussi des assurances. Tout ce qui est assurance cyber qui vous impose un certain nombre de segmentation de l'ensemble de votre réseau. Donc on s'est dit qu'il y avait quand même un sujet d'actualité là-dessus. Donc on a décidé d'organiser un webinaire pour en parler, d'inviter un certain nombre de clients, en plus peut-être des rendez-vous qu'on peut avoir avec eux. Vous pourrez nous contredire si vous n'êtes pas concerné par le sujet, mais je pense que c'est un sujet plutôt d'actualité. On va vous présenter que c'est CS comme on l'avait dit. Donc, on a un discours très cybersécurité, une image très cybersécurité, mais on fait aussi du réseau. Et c'est un des sujets justement qui est là-dessus, c'est de travailler sur la cybersécurité au travers du réseau, parce que la frontière entre réseau et cybersécurité, c'est quand même beaucoup moins pris depuis des années. On parlera beaucoup de cybersécurité au travers du réseau. Mais sachez que CS Novidis fait du réseau. Alors, CS Novidis, c'est ACS, donc on fait partie du groupe CS, dont je parle sur Inside. Hein. CS, c'est un concepteur, développeur, intégrateur de systèmes critiques pour les secteurs d'activité plutôt stratégiques. Hein, donc, on les retrouve dans la défense, la sécurité. Ils développent des solutions sur mesure pour l'espace, pour l'aéronautique. On a 700 personnes à Toulouse, par exemple. Avec l'espace, on travaille depuis 30 ans avec l'Agence spatiale européenne. Et on va dire qu'en 2018, CS avait des besoins de cybersécurité pour ce marché-là. Il a décidé aussi d'élargir un peu son spectre à l'ensemble des entreprises du secteur privé, mais aussi des marchés publics, tout à confondu en matière de cybersécurité. Et il avait besoin aussi de faire la croissance en cybersécurité par rapport aux attentes du marché.
Donc en 2018, il a racheté Novedis. Et donc aujourd'hui, CS Novedis, c'est la branche cybersécurité du groupe CS, qui est présente dans cette activité un peu critique. En termes de chiffres clés, je vais pas penser, mais je vais quand même ça. Je pense que vous voyez un peu l'écran. Ça va être mieux. Et voilà. Donc en termes de chiffres, donc on a un groupe qui compte français. C'est 2100 collaborateurs. C'est plus de 230 millions de chiffre d'affaires avec un objectif de faire plus de 100 millions de clients d'ici 2024. On a 350 personnes à l'international et on a des chiffres d'affaires qui sont variés, mais on voit les dépenses de cybersécurité qui sont deuxième ou troisième en termes de chiffre d'affaires, pardon, en termes de dépenses, qui sont deuxième ou troisième par rapport justement aux différents secteurs d'activité adressés par le groupe. Si on zoome sur la partie cybersécurité, donc c'est environ 200 ingénieurs, c'est 48 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, et non en 2018. Et on est présent à Paris, à Lille, à Blois, à Nantes, Bordeaux, Toulouse et Marseille. On regarde également pour des ouvertures sur Lyon. CS est présent à Lyon, mais pas encore au travers de Novedis, on l'adresse d'Aix-en-Provence et pourquoi pas Strasbourg, que je lui ai adressé par Lille, mais ce sont des sujets pour 2023. En matière de secteur d'activité, c'est assez varié parce qu'on adresse vraiment tout type de secteur d'activité en matière de cybersécurité et de réseau. Ce qu'il faut retenir, c'est que les 48 millions d'euros qu'on a fait en 2020, l'objectif pour nous sur les 100 millions, c'est d'atteindre les 100 millions d'euros, donc faire x2 d'ici 2024. Donc une croissance attendue très très forte sur la partie cybersécurité, qui est liée justement aussi à l'actualité. Alors, on est franco-français, on est présent en France, on l'a dit, on a une certaine de présence à l'international en termes d'implantation. Et on a des partenariats aussi pour adresser, soit on envoie des ingénieurs des pays présents sur la carte, soit on travaille avec des partenaires pour livrer des solutions ou envoyer des ingénieurs sous-traités si nos ingénieurs ne peuvent pas se déplacer dans plusieurs pays. Donc on a des partenariats pour adresser la majorité des pays, parfois des exotiques, mais on regarde cas par cas. Et on a la possibilité justement d'intervenir aussi à l'international pour faire des déploiements. Alors c'est un des sujets, l'aspect légal, hein, j'en parlais en introduction, qui est on a un marché qui est de plus en plus normé, hein, donc on a des OIV, des OSE, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que ce n'est pas forcément le sujet, mais sachez qu'il y a des listes qui s'agrandissent d'entreprises privées mais aussi publiques qui font partie et qui sont obligées par l'ANSSI d'avoir un certain nombre de normes. Et vous avez les assurances cyber qui poussent aussi depuis 1 an ou 2 ans, qui sont hyper exigeantes pour pouvoir valider un certain nombre d'assurances cyber qui exigent un certain nombre de technologies, de mise en place de SOC, des choses comme ça. Donc nous, on s'inscrit complètement dans ce milieu-là, d'être présent au niveau des normes, d'accompagner, de mettre les tampons qui vont bien quand il faut et où il faut. Le visa le plus connu, c'est qu'on est certifié PASI. Hein. Vous avez une dizaine de PASI, une cinquantaine de PASI en France. Et on est 12 certifiés APM de programmation militaire. Donc si on a des entreprises qui sont sous-traitants, même des petites PME qui sont sous-traitants de l'armée, elles ont besoin d'avoir le tampon justement aussi PASI APM pour pouvoir prétendre rester un sous-traitant de l'armée, par exemple. Donc nous, on est agréé pour ça, c'est-à-dire que nos consultants, ingénieurs, sont régulièrement audités et doivent passer justement les qualifications PASI et LPM sur leur périmètre. En termes de services, donc on a une branche conseil audit, donc si vous avez besoin de consultants sur des sujets, la création d'un SOC, faire des analyses, rédiger des cahiers des charges, mais aussi bien entendu PASI, LPM, dont on vient de parler, faire des tests d'intrusion, vous accompagner dans des réglementations, que ce soit les RGPD ou l'homologation qui est bien. Voilà, on a des consultants qui sont certifiés, qui sont plutôt seniors, qu'on est capable de mettre à votre disposition. On fait de l'intégration, donc on parlait, mais on est capable d'intégrer des solutions justement de sécurité et de réseau.
Donc on a des ingés qui sont certifiés sur certains domaines d'activité, qui sont capables de vous accompagner. Donc intégrer, c'est installer des solutions, soit en cloud, soit en premise, ou hybride, et de faire du transfert de compétences et d'accompagnement là-dessus. Ensuite, on est capable de superviser l'ensemble des services, de mettre du service managé sur l'ensemble de ces solutions. Donc tout ce qui est NOC, SOC, pardon, on a notre propre NOC, notre propre SOC. On fait du maintien en condition opérationnelle, donc on l'intègre plutôt dans une offre de NOC basique. On est capable de mettre en place des équipes pour vous accompagner en cas d'attaque. Donc tout ça fait partie justement de nos services de sécurité. Et on développe nos propres solutions. Donc notre propre CIEM, nos solutions de e-signature, d'OS durci également. Donc on a développé notre propre OS durci. Tout ce qu'on développe pour des clients à la demande de clients importants, on en fait une offre aussi tentée qu'elle est intéressante. Et on la met à disposition de l'ensemble des entreprises ou des secteurs d'activité plutôt publics. Et on est capable d'aller chercher des ingés en prestation chez vous, soit sur l'AT, la régie, tel qu'on nomme, sur des missions ponctuelles de 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. On est capable de trouver des ingénieurs pour. Donc, voilà en termes de service, et j'ai fait le tour. Donc je peux donner à Laurent. Super, merci. Je vais prendre effectivement la main. Hop, share. Ok. Vous confirmez que vous voyez bien mon écran? C'est bon? Vous voyez mon écran? A priori, oui, c'est bon. Ok, super. Ok. Donc rebonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, comme Samuel l'a évoqué, on va parler un petit peu de différentes choses, en particulier la microsegmentation, mais si on remonte un petit peu plus haut, on va dire dans l'aspect technologique, on va parler de Zero Trust et au final aussi de ransomware. Donc en préambule, je vais d'abord évoquer le Zero Trust, puisque c'est un concept de sécurité, une posture de sécurité qui a été fortement, on va dire, appuyé par le Forrester. Et quand on prend comment s'appelle, la déclaration de David Holmes, qui est un analyste de chez Forrester assez connu, on trouve une déclaration autour de la microsegmentation du Zero Trust, car on peut, au côté des clients, entendre beaucoup de choses autour du Zero Trust, et si on regarde un petit peu tous les éditeurs, tout le monde fait du Zero Trust, mais dans les faits, technologiquement parlant, il y a que peu de technologies qui font vraiment du Zero Trust. La microsegmentation fait partie, mais pas que. Le ZTNA, PIM-PAM en font aussi partie. Mais voilà, une solution d'encryption de disque dur n'est pas du Zero Trust. Ça participe à la posture de sécurité, mais ce n'est pas une posture de Zero Trust. Alors, pourquoi aujourd'hui on parle de microsegmentation? Pourquoi on parle de Zero Trust? Tout simplement parce que dans les faits, on se rend compte que le nombre d'attaques de type ransomware ne fait qu'augmenter. On va dire, récemment, on a eu, je crois, Conforama la semaine dernière, on a eu Dropbox. Donc, peu importe, aujourd'hui, les groupes malveillants s'attaquent principalement à des pays dont le PIB est relativement important. La France en fait partie. Donc la France est connue comme un pays, on va dire, riche, et donc si c'est un pays riche, il est capable de payer des rançons, et peu importe, entre guillemets, l'entreprise ou l'organisation qui vont être ciblées, et on l'a vu avec des hôpitaux en France, par exemple, l'objectif, c'est de faire payer des rançons. Donc de toute façon, tant que la France restera un pays riche, et j'espère qu'elle le restera le plus longtemps possible, ce type d'attaque continuera d'opérer, puisque les groupes se disent clairement qu'il y a un moyen de récupérer de l'argent. Quand on regarde de toute façon structurellement aussi le coût des attaques par secteur d'activité, alors là ce n'est qu'un exemple, hein, c'est sur les principaux secteurs d'activité, je viens de parler bien sûr des hôpitaux, mais la partie finance, la partie technologique, le coût moyen d'une attaque ne fait que croître, puisque quand une attaque se passe, l'objectif des attaquants, c'est d'avoir un impact le plus large possible au niveau de l'infrastructure, d'impacter le plus de machines pour que la rançon soit payée. Si 60% du parc est crypté, c'est toujours plus effectivement impactant que 4% du parc. Donc de toute façon, le coût moyen des attaques augmente et ne fera qu'augmenter puisque les attaques sont de plus en plus compliquées à arrêter. Alors, encore une fois, je parlais d'attaques, on
peux parler de toutes celles qui sont passées récemment, qui ne sont pas dans mes slides, mais voilà, je vais parler de Dropbox, de Conforama et autres. Ça ne fait que continuer et on n'en voit pas beaucoup le chemin. Ce qui est intéressant, par contre, quand une attaque se passe, c'est de regarder un petit peu les chiffres qui sont associés derrière. Alors, ces éléments-là sont tirés d'un retour d'expérience qui a été fait par l'hôpital de Dax, qui a été attaqué en 2020. Et ce qui est intéressant, entre guillemets, à titre d'information, c'est de regarder les montants associés à l'attaque. Outre le fait de bien sûr changer le matériel, revoir le matériel, avoir des prestations de services pour remettre en place l'infrastructure, etc., etc. Il y a aussi du manque à gagner. Donc, quand on est un hôpital, j'aurais tendance à dire que bien sûr c'est très pénalisant pour les patients, puisque des opérations peuvent être décalées ou renvoyées vers d'autres hôpitaux qui vont dans ces cas-là être très en tension en termes d'opération, mais ça reste un hôpital, donc l'État est quand même derrière pour assurer, on va dire, la continuité du fonctionnement de l'hôpital. Bon, c'est une entreprise de droit privé, c'est un petit peu plus compliqué. Tout à l'heure, Samuel parlait des assurances de cybersécurité. Les assureurs, maintenant, demandent un certain nombre de choses, parce que quand on regarde les coûts associés aux attaques, il est clair que pour des organisations et des entreprises de droit privé, il est extrêmement compliqué de pouvoir sortir des sommes d'argent de ce niveau-là. Donc, c'est entre autres pour ça qu'on va parler de micro-segmentation par la suite. Alors, que faire? Alors, bien sûr, ce que disait aussi Samuel, il y a des évolutions réglementaires. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'évolution réglementaire n'est pas franco-française, elle n'est pas uniquement européenne. Aux États-Unis, suite à l'attaque de Colonial Pipeline, on va dire, il y a eu un executive order de la Maison Blanche pour améliorer les segmentations des réseaux et cloisonner les réseaux d'une façon plus optimum. Ça a été la même chose pour l'Angleterre, même approche. Et en France et en Europe plus globalement, on a la directive NIS. Alors, la directive NIS, c'est Network Information System, c'est quelque chose qui a été poussé par la France dès 2012. Et là, je crois que c'est vendredi dernier, la NIS V2, on va dire, est en train d'arriver en application. Donc, il y a vraiment un aspect réglementaire pour que les entreprises se dotent de solutions de sécurité, en tout cas de règles techniques permettant une meilleure sécurité de l'infrastructure. Alors, si on regarde la partie NIS V1, puisque aujourd'hui elle est encore très bien documentée, ça couvre un certain nombre d'acteurs, donc des assurances, du transport, traitement de l'eau, il y a, je ne sais plus combien, une quinzaine de secteurs minimum, et il y a des besoins de sécurité, il y a 23 règles de sécurité à mettre en place, et on trouve dans ces 23 règles de sécurité un besoin de cartographie du système d'information, un besoin de cloisonnement, on va dire, sur les systèmes d'information essentiels. Et donc tout ça fait que l'offre de sécurité de microsegmentation d'Akamai peut répondre à ces contraintes réglementaires. Alors, pour rappel, c'est quoi le Zero Trust? C'est relativement simple, c'est qu'en gros, on veut interdire l'accès à tout et à tout le monde, et on va spécifiquement autoriser un accès à une donnée, à une personne. Donc on est extrêmement restrictif sur comment les utilisateurs vont accéder au système d'information. Et c'est vraiment ça, Zero Trust. Tout est fermé et on autorise spécifiquement ce qui doit être autorisé et tout le reste est bloqué. Alors, dans les faits, c'est parfait comme approche de sécurité. Et quand on est sur ce qu'on appelle du greenfield, donc du tout nouveau, du tout frais, c'est facile de mettre en place ce type d'infrastructure. Malheureusement, quand on a un système d'information qui a été construit au fur et à mesure des années, on a aussi une notion de brownfield, donc d'existant qui n'est pas simple à appréhender et simple à appréhender un modèle de Zero Trust. Alors, pour rappel, quand on parle de Zero Trust, vu du point de vue comment ça s'appelle, du forester, la data est au milieu et il va falloir qu'on travaille sur 4 axes, les workloads, le network, les devices et les personnes. Et pour chaque, on va dire, pour chaque guidance qui va être demandée, au côté Akamai, effectivement, on va pouvoir positionner un certain nombre de réponses à cette problématique de Zero Trust et comment les appréhender.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. On aura une session de questions-réponses à la fin de mes slides qui devrait être d'ici 5 minutes. Alors, quand on parle effectivement chez Akamai de microsegmentation, des trust, on va parler effectivement d'une solution qui aujourd'hui va vous permettre de cartographier l'intégralité du système d'information par l'intermédiaire de la solution en déployant des agents sur les serveurs. Donc le fait d'avoir des agents sur les serveurs va nous donner, on va dire, beaucoup de choses. La première chose, une visibilité complète des flux réseau des machines. Donc en termes de connaissances, on va pouvoir cartographier les applications, sortir les matrices de flux des applications. Et donc même sur les environnements de type brownfield, on va pouvoir aider à la sécurisation de ces environnements-là. Une fois qu'on a cette visualisation, on va pouvoir faire un mapping des différents environnements en créant des effets de profondeur. Et sur l'écran que vous voyez au centre, vous voyez effectivement l'utilisation de tagging, de labels, pour organiser les flux de l'infrastructure, de telle sorte que je puisse voir comment mon environnement de production se comporte vis-à-vis d'un environnement de développement ou d'un autre environnement. Donc toute la solution de microsegmentation s'appuie sur une base agent avec un système de labels. Et grâce à ça, on va pouvoir effectivement mettre en place une politique de sécurité, des politiques de sécurité en utilisant ce qu'on appelle des templates. C'est sur mon écran de droite ici. On va pouvoir définir des templates de sécurité et faire du zero trust sur les applications choisies, sur les environnements, bloquer certains composants Windows, par exemple le task scheduler, on veut le bloquer sur les serveurs qui n'ont pas de besoin d'utiliser ce service-là. Donc c'est comme ça que l'on va très rapidement construire une politique de sécurité. Donc en utilisant et en ciblant d'abord les applications les plus essentielles, les plus critiques au système d'information, et en déployant au maximum la solution au niveau de l'infra, de telle sorte qu'on ait une couverture maximum. Donc dans les faits, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des choses relativement simples, puisque à la différence d'un firewall qui est très network-centrique, IP-centrique, hostname, là on va manipuler des objets qui sont somme toute assez compréhensibles pour tout le monde. On va manipuler des labels. Donc les labels on va dire, sont mixables entre eux. On peut les associer, on peut faire du do et du logique. Et quand on définit une politique de sécurité, la politique de sécurité, elle s'applique globalement. C'est-à-dire que si j'ai une machine qui est en production, qu'elle soit sur une VM, qu'elle soit sur du serveur physique, ou qu'elle soit chez AWS ou GCP, peu importe, si c'est une machine de production, elle a une caractéristique, c'est de la production, et je peux lui définir des règles de sécurité globales à l'infrastructure, peu importe, on va dire, la partie réseau sous-jacente. Et ce qui est intéressant en plus, c'est qu'au niveau de la politique de sécurité, comme on est une base agent, on contrôle aussi les processus des machines et éventuellement les services Windows pour définir des politiques de sécurité. Quand on regarde, tout à l'heure je parlais de ransomware, sur la partie base de mon écran ici, donc il y a un service qui s'appelle Bits, c'est un service de téléchargement de Microsoft qui aujourd'hui est utilisé par des ransomware pour aller sur Internet, pour télécharger des charges virales et pour pouvoir, on va dire accentuer la partie de l'attaque et crypter les machines si besoin est. Avec une solution où on est sur la machine, on peut dire oui, le service Bits, il a son importance puisque c'est un service Microsoft et il faut l'utiliser. Par contre, on va pouvoir limiter les noms de domaines sur lesquels ce service-là peut fonctionner. Alors, j'en ai fini sur la présentation. L'idée maintenant, c'est bien sûr d'échanger avec vous et d'avoir un certain nombre de questions, et en particulier sur le produit, car je pense que c'est ce qui peut le plus vous intéresser. Donc, est-ce qu'on a déjà des questions dans le chat? A priori, non. Non, il n'y a pas de questions encore? Vous pouvez sinon effectivement poser vos questions oralement, il n'y a pas de souci. Alors,
peut-être en attendant, Laurent, je vais me permettre moi d'en proposer, puisque effectivement dans les différents projets qu'on est amené à travailler, dans les questions récurrentes qui viennent. Donc je pense que ça servira un petit peu à tout le monde. Je pense que peut-être déjà le premier point qu'on pourrait évoquer, c'est un cas client. Ça va sous-tendre différentes questions qui sont pourquoi la microsegmentation a-t-elle été pensée comme étant une solution apportant un certain nombre de réponses, et globalement dans la réalisation d'un projet, comment ça se passe, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça impacte sur l'organisation, l'infrastructure actuelle, et quels sont les grands bénéfices apportés. Donc, cas client, je ne sais pas, on pourrait évoquer, peut-être Samuel a évoqué tout à l'heure, ce groupe dans le domaine de l'assurance, ça peut être un bon exemple, je pense. Ouais. On peut partir effectivement de ce groupe-là. Donc, ce groupe-là est aujourd'hui sous une réglementation, donc qui est l'ANIS. Et donc, à partir du moment où l'ANSSI a nommé cet assureur comme étant opérateur essentiel, cette société-là a dû s'atteler à un certain nombre de travaux. La première des choses a été bien sûr de cartographier les applications essentielles à son système d'information. Donc, étant assureur, et comme tous les assureurs, il a une application de sinistre, de gestion de sinistre. Et donc, bien sûr, si son application de sinistre aujourd'hui vient s'arrêter, c'est clairement un problème opérationnel pour cette entreprise, mais pas que. Donc, il y a d'autres applications. Donc, le premier travail était d'identifier, on va dire, ces applications essentielles. Et à partir du moment où il a défini ces applications essentielles, il a fallu qu'il se pose la question comment je peux améliorer ma posture de sécurité, puisqu'aujourd'hui, toute entreprise, on va dire 99,9% des entreprises font la sécurisation avec des firewalls et des VLAN. C'est parfait, ça marche bien jusqu'à un certain point, puisque dans le cadre d'un ransomware, quand on est au sein d'un VLAN, on fait un peu ce qu'on peut, puisqu'il n'y a plus de sécurité au sein même d'un VLAN. Et c'est là où on va aborder le sujet de microsegmentation, puisque l'application étant composée de différents tiers, je vais pouvoir limiter la communication de mes machines entre elles au sein même de l'application. Et c'est tout l'intérêt de la microsegmentation. Je viens amener un niveau de sécurité supplémentaire par rapport à ma sécurité existante, qui est en l'occurrence firewall de data center. Et donc, je viens éviter que mes applications puissent communiquer d'une façon incontrôlée. Et cette façon incontrôlée participe aux mouvements latéraux lorsqu'il y a une attaque. Donc, cette entreprise-là a déployé les agents sur les serveurs essentiels, a effectué ses cartographies, a associé un certain nombre de labels sur ces machines-là. Application sinistre, mon application sinistre de prod a le droit de faire telle ou telle chose, et les composants de mon application sinistre à l'intérieur même, le frontal web versus le serveur applicatif versus la base de données, peuvent communiquer de telle façon, et c'est cette façon-là que je vais définir comme le standard, et je ne peux pas dévier de ce standard-là, et dans ces cas-là, mon application est sécurisée. Donc ça, c'est l'approche besoin. Et puis après, au niveau opérationnel, l'objectif, et l'objectif de ce client-là, ça sera d'amener ce niveau de sécurité-là au global de l'infrastructure. La première target, c'était bien sûr les applications essentielles, mais on se rend bien compte que la sécurisation avec du firewalling, c'est parfait pour contrôler des grosses zones, puisque c'est ce que ça fait déjà, ça gère des grosses zones. Mais si je commence à avoir effectivement une mutualisation des workloads, des serveurs entre du on-prem, du cloud, ça devient compliqué de pouvoir gérer une politique cohérente et pertinente. Merci Laurent. Alors on a une question qui vient d'arriver de Quentin Sago, a priori. Donc la question est en termes de coût, comment se situe la solution en facturation au device par volumétrie? Je vais peut-être prendre le point, Ouais. Samuel, ou tu veux le prendre? Oh, vas-y, c'est pas cher. Le principe de licensing, effectivement, ça travaille sur la souscription en fait, de licence
basé principalement, on va dire, effectivement, à l'agent workload, on va dire, plus qu'au device, puisque c'est vraiment lié au système. Ça va répondre à différents types d'environnements. Donc, on va avoir des workloads pour les environnements, je dirais, virtuels, type VM ou autres systèmes, pour les environnements de type bare metal, donc sur des OS, pour des systèmes legacy également. Donc, un certain nombre de systèmes relativement anciens maintenant, des Solaris, des HP UX, des AIX, voire même de l'S400 quand on va aller très très loin. Et à l'opposé, on va également avoir un système de licensing au workload ou au cluster dans des environnements de type Kubernetes, par exemple, pour des environnements que j'appellerais technologie agile, pour ne pas dire cloud, qui n'est pas tout à fait le bon terme adapté. Voilà, globalement, j'espère que ça aura répondu. Donc, c'est la souscription, c'est de l'OPEX. Et on a une question complémentaire de M. Sago. Vous pouvez les poser, je pense que les invités peuvent prendre la parole, je ne sais pas d'ailleurs techniquement. Oui, logiquement, oui. Mais si vous voulez prendre la parole, M. Sago, n'hésitez pas, parce que vous posez la question également de la compatibilité avec Windows NT. Donc je vais laisser Laurent. Ouais, je vais prendre la main. Alors, non, on ne fait pas de Windows NT 351 ou NT4, on commence à partir de Windows XP ou Windows 2000, qui commence déjà des operating systems assez anciens. Non, on ne fait pas NT, principalement parce que la partie Windows sous-jacente est vraiment compliquée aujourd'hui à manager. Donc, sur la partie Linux, on commence à Red Hat 4, comme l'a évoqué Yann, on en fait de l'AX, du Solaris, de la SPUX. Donc, mais sous Windows, ouais, c'est Windows XP, et puis on couvre les 32 bits et 64 bits, et Windows 2000. Ok, peut-être une question qu'on a relativement souvent, alors tu l'as un peu évoqué Laurent, mais pas de façon forcément totalement claire, je pense que ce sera une information importante. La question c'est effectivement vis-à-vis du firewall, comment la microsegmentation se positionne, est-ce qu'elle est complémentaire, est-ce qu'elle est amenée à remplacer les firewalls, comment voit-on les choses et comment ça se passe d'un point de vue projet d'ailleurs? Alors, il y a forcément des investissements qui ont été faits sur la partie. Pour info, nous avons un canard sur notre bouton de micro. Ils ne peuvent pas désactiver le micro, apparemment. Merci. Par rapport au firewall, c'est un sujet assez je dirais pas complexe, mais qui peut être clivant, puisque déjà, dans une première approche, il y a des investissements qui ont été faits sur les firewalls, donc il va falloir quand même un instant T les rentabiliser. Et ce qu'on constate dans les faits, c'est que de toute façon, au niveau de sécurité des firewalls de data center, je ne parle pas des firewalls de périmètre, mais je parle des firewalls de data center, aujourd'hui, il y a une limitation intrinsèque de la sécurité qu'ils vont pouvoir fournir, puisque ça gère des VLAN. Même si effectivement on rajoute des couches fonctionnelles sur les next-gen firewall de l'inspection SSL, etc., on n'est pas sur la machine. Et quand on n'est pas sur la machine, on n'a pas de visibilité éventuellement sur les processus. Et quand on va aller très loin sur le contrôle de la sécurité, quand on voit comment un ransomware fonctionne, ça va utiliser du TLS ou du HTTPS. Donc même si on décrypte, on ne sait pas quel process a initié, on va dire, ce type de connexion. Donc, dans les faits, ce qu'on constate, c'est qu'en phase 1, la plupart des clients vont d'abord se focuser sur le use case en disant voilà, si j'ai des applications critiques qui aujourd'hui peuvent mettre en péril mon entreprise, je vais d'abord mettre la microsegmentation sur ces environnements-là. Je vais amener mon niveau de sécurité à une maturité supérieure. Et je vais conserver les firewalls puisqu'on ne travaille pas au même niveau. Et puis dans la phase d'évolution, et en particulier si l'infrastructure a tendance à évoluer et à éclater un petit peu, pas faire que du on-prem, mais aller mettre des machines virtuelles dans du cloud public ou travailler sur du microservice, le besoin de microsegmentation va se faire ressentir. C'est encore plus vrai quand on fait du microservice, même on-prem, ou sur un cluster Kubernetes, on va faire du dev et de la prod en même temps sur le même cluster. Dans ces cas-là, le firewall il va avoir certaines limites puisqu'il ne va pas pouvoir scinder le cluster lui-même en différentes entités. Donc, il va y avoir une progression dans l'évolution de la microsegmentation. La plupart des clients, ce qu'on voit, c'est que ça commence à une taille, on va dire peut-être
raisonnable par rapport aux applications essentielles, avec une volumétrie qui grossit. Ça, c'est, on va dire, en majorité des clients. On a aussi des clients qui aujourd'hui, et moi je pense à une grande banque suisse avec lesquelles on travaille, aujourd'hui ils sont donné une roadmap à 5 ans, où à l'intérieur de l'infrastructure, il n'y a plus de firewall. C'est-à-dire que c'est que de la microsegmentation. Aujourd'hui, je crois qu'on a déployé pas loin de 80 000 agents. Donc c'est leur stratégie à long terme, parce que de toute façon, pour eux, la microsegmentation est la solution la plus optimum pour sécuriser des applications, des environnements, des zones, versus des firewalls. Donc, encore une fois, c'est très dépendant de la roadmap de l'entreprise, mais on peut avoir une complémentarité pendant une partie du chemin, et ça fonctionne très bien. Ouais, si je peux ajouter un petit mot sur l'expérience plus française que nous on peut avoir. De toute façon, il n'y a aucun projet qui démarre avec l'idée de décommissionner les firewalls. On démarre toujours avec un accompagnement des firewalls. Comme tu l'as mentionné, la visibilité apportée en fait par la solution de microsegmentation jusqu'à un nouveau processus permet en fait déjà de pouvoir urbaniser les firewalls, c'est-à-dire de retravailler les règles qu'ils embarquent pour faire principalement du macro-zoning, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, définir des grands environnements. Et la partie micro-segmentation va prendre en charge, en termes de sécurité, je dirais la partie haute, c'est-à-dire globalement la partie 4 à 7, bien souvent. Donc c'est un double bénéfice qui est qu'on améliore la posture de sécurité, on a une visibilité globale permanente, puisque c'est de la visibilité dynamique, donc en temps réel. Et puis, on a la capacité finalement à consolider les firewalls dans lesquels il y a eu un investissement, puisqu'en fait, on va les soulager, rallonger leur cycle de vie, qui aujourd'hui, dans la réalité, ont des cycles de vie de plus en plus courts, parce qu'ils gèrent de plus en plus de trafic. Tous les ans, la quantité de trafic augmente, et donc ils sont en renouvellement, je dirais, quasi permanent, en tous les cas sur des cycles courts qui sont limite en ça 3 ans maintenant. Simplement pour des questions de capacité, pas pour des questions de sécurité, simplement pour des questions de capacité en termes de gestion de trafic, et pour autant, il n'améliore pas la sécurité davantage. Donc, il y a un vrai intérêt à avoir les deux solutions, et je dirais que, effectivement, ce que l'on voit, c'est qu'avec l'expérience de l'outil de microsegmentation, alors, au bout de 2 ans, 3 ans, se pose des questions, effectivement, de est-ce qu'il y a certains firewalls sur certains périmètres que l'on pourrait potentiellement enlever. Et c'est des questions financières aussi, bien évidemment. Voilà, c'est les retours que l'on a, nous, sur la partie française, qui est un petit peu plus jeune sur la microsegmentation en termes de marché que certains autres pays d'Europe, on va dire. Est-ce qu'on a des questions éventuelles, des participants? Alors, Les micros sont verrouillés. ouais, visiblement. Ok. Peut-être un dernier point qui me semble important, Laurent, c'est d'évoquer les différents types un certain nombre de cas d'usage en tous les cas, parce qu'on a évoqué un peu le sujet de la mise en conformité, notamment avec Nice aujourd'hui, qui est un vrai driver dans la mise en place de ce type de solutions. Mais il y en a d'autres. Est-ce qu'on peut en évoquer les principaux, parce que c'est aussi un des intérêts de la microsegmentation, je crois, c'est que ça ne répond pas à un cas d'usage, ça répond avec une seule et même solution, un seul outil en termes d'orchestration, à un nombre de cas d'usage qui est quand même relativement important, que ce soit d'un point de vue sécurité, d'un point de vue mise en conformité ou autre. Alors, oui, effectivement, comme le produit est, on va dire, agnostique de l'infra, le besoin de sécurisation peut se faire ressentir à différents niveaux. Et si on prend un petit peu dans les faits, alors tout à l'heure, effectivement, je parlais de cibler les applications essentielles, mais ça peut être aussi de gérer le legacy. Voilà, le legacy, ça reste, et en particulier dans le domaine bancaire, assurance, un vrai sujet, puisque c'est des environnements sur lesquels aujourd'hui, s'ils sont là, c'est que les applications qui tournent dessus sont forcément importantes, mais il faut sécuriser le legacy. Donc, comment je sécurise le legacy? Déjà, c'est comprendre comment il fonctionne, et donc
l'aspect cartographie va avoir du sens, et ça sera aussi éventuellement un autre use case. On a des use cases purement de cartographie, donc on cartographie l'intégralité du système d'information. Donc le legacy, c'est comment je peux amener un niveau de protection supplémentaire à mes environnements qu'aujourd'hui je ne peux pas patcher. Voilà, comment je peux m'assurer qu'un serveur Windows 2003 ne fait pas du SMBV1. Comme la solution de sécurité ne fait pas que de la microsec, on a aussi des systèmes de requesting, de query pour chercher des informations sur l'OS. On peut vraiment amener un niveau de sécurité supplémentaire, et en partie ça nous a servi pour toutes les potentielles attaques en supply chain, Log4j, OpenSSL v3, SolarWinds. Comme on peut faire du requesting sur les machines, on peut définir des politiques de sécurité basées sur des résultats. Et donc, le legacy en fait partie. Voilà, on peut faire des choses assez pertinentes et fines. La visibilité, bien sûr. La partie migration d'application, comme on cartographie et qu'on peut sécuriser une application legacy, on peut faire extraire la matrice des flux et donc fournir la matrice des flux aux application owners pour éventuellement faire migrer cette application dans du cloud, dans du microservice, peu importe. Voilà, donc les deux aspects de sécurisation et de cartographie font qu'on couvre assez large en termes de use case, et on est très adaptatif, et on n'est pas obligé de se mettre sur l'intégralité du périmètre. On peut juste se focuser sur une partie. Ouais, peut-être juste pour terminer, je dirais qu'un des points systématiques en fait, qui revient dans le fait de faire le choix et prendre la décision de mettre en place la microsegmentation au-delà des aspects, je dirais, fonctionnels ou techniques que tu viens d'évoquer, sont également un facteur important qui sont l'agilité apportée, notamment par la labellisation, le fait de se décorréler de l'infrastructure, qui fait qu'on a une capacité à pouvoir délivrer du projet extrêmement rapidement par rapport à des approches plus traditionnelles, telles qu'on pouvait le faire par le passé. Et donc ça, c'est aussi un facteur important, c'est qu'il y a une capacité à réaliser les projets de façon beaucoup plus rapide. On estime chez nous que par rapport à des approches classiques de segmentation, VLAN, bas niveau 4, on va globalement 20 fois plus rapidement. Donc c'est-à-dire que les projets qui durent des mois se réduisent à quelques semaines à peine, et les projets qui sur des organisations plus importantes peuvent durer 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est des projets qu'on gère en quelques mois, on va dire, sur des très grosses organisations. Donc ça, c'est aussi un avantage considérable. Et le dernier point, c'est que c'est vraiment, je dirais, très hétéroclite en termes d'infrastructure. C'est-à-dire que ça permet de répondre à de l'infrastructure, comme on l'évoquait, qui vont du legacy jusqu'aux environnements de type container, microservices. Et donc ça permet d'apporter une réponse en termes de gouvernance et de sécurité de façon simple, avec encore une fois un seul outil. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de répondre aux environnements cloud, mais qui n'ont pas forcément la visibilité sur les environnements data center, encore moins sur les systèmes legacy. C'est un avantage apporté par la solution d'Akamai, qui est cette couverture extrêmement large des environnements avec une seule et même solution. Moi, j'ai deux autres cas d'usage. J'avais des solutions d'EDR avec des postes qui n'étaient pas couverts par les solutions d'EDR, donc des versions. Donc, on a dû justement compléter avec la microseg. Et j'avais un autre cas d'usage, c'est plutôt le SI industriel, qui était séparé de la DSI et qui est de plus en plus ramené à la DSI avec un réseau qui était du tout complètement séparé, et qu'il fallait d'abord, dans un premier temps, justement segmenter. Je ne sais pas si vous avez aussi des cas d'usage aussi de votre côté là-dessus, mais c'est peut-être aussi des cas d'usage qui peuvent être rencontrés par les structures. Oui, l'outil IoT, même si après derrière on n'a pas forcément, on va pouvoir se déployer en termes d'agents sur un certain nombre de machines, parce que dans l'outil on trouve des machines qui contrôlent les chaînes. Après c'est aussi sur la partie visibilité, donc l'ingestion de flow, donc une cartographie, définir des zones, associer des labels par rapport à ça. Donc oui, sur la partie EDR, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que comme on est capable de faire du requesting éventuellement avec l'agent, on est capable de détecter s'il y a un antivirus de présent ou pas. S'il est présent, on peut lui donner un contexte. S'il n'est pas présent, on lui donne un autre contexte. Donc effectivement, on peut faire un certain nombre de choses aussi sur le cas d'usage. En fait, comme il n'y a pas de limitation particulière sur les cas d'usage, on peut être très imaginatif pour amener un niveau de sécurité supplémentaire au niveau de l'infra.
Aujourd'hui, juste pour peut-être résumer, globalement, on a à peu près listé les différents types de cas d'usage auxquels on a répondu sur les projets clients. Aujourd'hui, on arrive à une vingtaine de cas d'usage, grosso modo, et on en a, on va dire, une petite dizaine qui reviennent de façon extrêmement récurrente, hein, qui sont vraiment le besoin, je dirais, d'à peu près tout un chacun. Donc voilà, c'est aussi un point important, c'est cette capacité à gérer de nombreux cas d'usage au sein des organisations, au travers de la visibilité et de la mise en place effectivement de règles de segmentation jusqu'à un niveau 7 pour la plupart des environnements. Je pense qu'on a fait un bon tour. Visiblement, il n'y a pas de questions côté de nos invités. J'espère que les questions qu'on aura posées pour eux auront pu répondre à un certain nombre de questions qu'ils pouvaient se poser. Je pense qu'on va peut-être conclure. Moi, je voudrais juste rajouter quand même quelque chose. Hein. On travaille quand même avec 70 partenaires et Guardicore Akamai maintenant, c'est quand même l'un des partenaires avec qui on s'entend très très bien. Ils sont vraiment consultifs, c'est quand même important pour les clients d'avoir un bon binôme de partenariat avec, entre l'éditeur et l'intégrateur. Et commercialement, ils sont très constructifs, on arrive toujours à trouver des solutions techniquement pour s'adapter aux clients. Et parfois, c'est pas simple dans des grosses structures, des gros sujets, mais c'est plutôt un bon partenariat qu'on a avec vous. Et je le dis sincèrement, parce que j'ai déjà dit à d'autres clients, et c'est vrai, c'est pas simple commercialement, mais ça a toujours le sens du client, c'est plutôt intéressant. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Et après, ensuite, effectivement, pour moi, c'est des sujets du moment. Il n'y a pas que la directive NIS. Hein, tu l'as dit, il y a plusieurs cas clients, une vingtaine. Donc, c'est important. Et par expérience, c'est quand même l'un des rares, même si c'est 2 ans ou 3 ans après l'installation, c'est quand même rare d'avoir un petit levier d'économie dans des solutions de cybersécurité, de pouvoir réaliser des économies, notamment de travers des firewalls internes, par exemple. C'est pas le cas dans toutes les technos, c'est très très rare. C'est juste mon ressenti personnel sur l'année qu'on peut faire aussi. On continue là-dessus. C'est moi qui ai fait la conclusion. Vous voulez peut-être ajouter un mot de votre côté Laurent, je vais peut-être te laisser la main, puis je ferai une petite conclusion plus pour le marché français. Oui, après, en termes de conclusion, ce que je vois moi au niveau international, européen et Amérique latine, c'est qu'aujourd'hui, les problématiques de ransomware sont vraiment le gros focus. Et entre côté les potentiels risques côté utilisateurs qui cliquent sur des liens, alors ça c'est parfait, ça peut être assez de la formation, mais la partie aussi supply chain attack, voilà, des choses qui arrivent avec des CVE, le besoin de microsegmentation il est de plus en plus présent globalement, et il n'y a pas beaucoup d'options si on veut améliorer la sécurité des communications entre les serveurs. Voilà, aujourd'hui les choix sont pas pléthores et il faut faire quelque chose. Merci. Je voudrais peut-être un mot sur ce point. C'est vrai que le ransomware, le rançon logiciel, c'est un sujet qui est extrêmement fort avec tous les clients que l'on peut rencontrer. Peut-être même chose par rapport à, on a évoqué le EDR tout à l'heure, les deux solutions sont complémentaires. Je dirais que le EDR va principalement travailler sur l'aspect compromission. L'un des gros intérêts de la microseg de façon associée, c'est que la microseg va vraiment avoir un focus immédiat, très rapide sur la propagation. Et ça, c'est un point important, puisque dès qu'on a une compromission identifiée ou pas, je dirais que le risque suivant, et qui est très fort, c'est la propagation, puisque la propagation, c'est ce qui est le plus compliqué du coup à gérer, c'est une course contre la montre. C'est aussi ce qui coûte le plus cher. Donc, les deux éléments sont totalement complémentaires et je dirais, j'aurais tendance à dire quasi indispensables. Comme l'a évoqué Samuel tout à l'heure, il n'y a pas une seule techno qui est invincible. C'est une stratégie, c'est la mise en place de stratégies, je dirais, de technologies et d'associations de ces technologies entre elles qui fait qu'on peut améliorer globalement sa posture de sécurité. Donc, je pense que c'est un intérêt fort. Et voilà, c'est une question que je pose souvent, c'est qu'est-ce qui est finalement le plus problématique dans la problématique dans son logiciel. Est-ce que c'est vraiment le fait de se faire compromettre ou est-ce que c'est le
mais souvent le deuxième point n'est pas forcément pensé tout de suite. Donc voilà, c'est des sujets qu'on gère de plus en plus avec les différents clients que l'on voit. Et juste pour terminer, donc avec Novedis, c'est vrai que on a un partenariat je dirais de longue date en tous les cas par rapport à l'ancienneté de notre marché, parce que ça fait un peu plus de 3 ans, hein, je pense maintenant qu'on travaille en partenariat, 3 ans et demi même. On a, je pense, une bonne quinzaine, voire une petite vingtaine de clients en commun. Je ne crois pas qu'on ait un seul client aujourd'hui qui a arrêté la solution depuis son acquisition, comme tu l'évoquais tout à l'heure, Samuel. Donc il y a un vrai... Ouais. Donc voilà, donc il y a une vraie satisfaction par rapport au service apporté par ce type de solution-là, et une capacité en plus à ajouter des cas d'usage dans le temps. Donc il y a aussi un ROI qui va se faire et s'améliorer dans le temps sur la façon d'utiliser cette solution-là. Et voilà, globalement, ce que je dirais, c'est que peut-être que pour certains des invités aujourd'hui, la microsegmentation, ça va quelque chose qui peut paraître un peu nouveau, un peu innovant. On a une accélération de ces projets-là vraiment forte depuis 2 ans maintenant. Donc voilà, il y a déjà des organisations de toute taille d'ailleurs qui ont mis, je dirais, les doigts dans la microsegmentation. Et donc ne soyez pas timide à regarder de plus près. Peut-être que vous n'avez pas forcément de relations proches qui ont essayé. Si le sujet vous semble pertinent, on peut tout à fait, effectivement, avec Samuel, permettre de rencontrer des clients qui ont déjà mis en place ce type de solution-là pour bien comprendre les tenants et aboutissants opérationnels, fonctionnels, bénéfices business apportés par la microseg. Voilà. Bon, je crois. Ouais, et bon, on va laisser le mot de la fin. Ouais, c'est bien. Bon, on va prendre contact peut-être avec vous. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos équipes commerciales, moi ou autres, si vous voulez des études un peu plus personnelles. Merci, Yann Jean. Merci à toutes et tous d'avoir été présents. Merci beaucoup. Excellente journée. Merci à tout le monde. Bonne journée. Au revoir.